Avoir raison avec Simone Veil. Deuxième épisode, l'enracinement. Tout l'été sur France Culture, Avoir raison avec convoque de grandes figures aux engagements essentiels. Chaque semaine, 5 épisodes pour saisir les enjeux de leur pensée et la mettre en résonance avec notre époque. Et c'est à la philosophe Simone Veil que nous nous intéressons cette semaine. Nous l'avons vu lundi en parcourant sa vie, l'œuvre de Simone Veil est immensément riche et diverse, mais 2 textes se détachent de l'ensemble de ses écrits, ces 2 grands œuvres, comme elle les appelle elle-même. Il s'agit d'abord des réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, seul texte achevé de son vivant, et ensuite de l'enracinement, donc, que je vous propose de parcourir aujourd'hui. Ce texte est sans doute l'un de ses plus connus. Elle le rédige à Londres à la toute fin de sa vie et il est publié en 1949, à titre posthume, par Albert Camus qui qualifiait Simone Veil de seul grand esprit de notre temps. Alors qu'est-ce que l'enracinement ? Besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine, nous dit Simone Veil. Aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, des revendications identitaires, mais aussi des multiples crises que nous traversons, la pensée ultime et sans concession de Simone Veil est une invitation à interroger notre rapport au monde, à penser les besoins fondamentaux de l'âme humaine, mis à mal par la modernité, et à questionner la notion de droit de l'homme à laquelle Simone Veil substitue l'idée d'obligations envers l'être humain. Ce texte est donc d'une actualité brûlante. Et pourtant, est-ce qu'on ne peut pas aussi craindre d'entendre derrière la métaphore de l'enracinement l'éloge quelque peu réactionnaire d'un certain retour à la terre ou à la patrie ? Quelles sont donc ces racines essentielles à l'être humain dont nous parle ce grand œuvre ? Pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Renoir. Bonjour Cécile Renoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Cécile Renoir, vous êtes professeure de philosophie au Centre Sèvres et vous enseignez aussi à l'École des Mines de Paris, à l'ESSEC et à Sciences Po. Vous êtes également présidente du campus de la transition et votre dernier ouvrage paru en 2020 aux éditions Les Liens qui libèrent est le manuel de la grande transition que vous avez co-dirigé avec Rémi Baud, Christophe Goupil et Christian Koenig. Alors, je l'ai dit, l'enracinement est un texte inachevé que Simone Veil écrit à la fin de sa vie lorsqu'elle se rend à Londres. On peut presque être un petit peu surpris qu'une femme d'engagement comme elle se soit retrouvée à occuper une tâche de simple rédactrice, j'y mets des guillemets. Et du coup, je voudrais qu'on revienne un peu sur les circonstances de rédaction de cet ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans quelles conditions est-ce qu'elle se voit confier cette tâche, Cécile Renoir ? Oui, bonjour Aïda. Alors, donc Simone Veil est à Londres en 1943 et elle a des activités auprès du Comité général d'études qui est rattaché au Comité national de la résistance. On sait qu'elle a pris des positions dans les années précédentes qui étaient des position d'ailleurs à la fois très forte, mais aussi et très clairvoyante avant beaucoup à l'égard des totalitarismes, on pourrait dire, et des extrémismes, on dirait aujourd'hui de droite comme de gauche. Et donc elle est à Londres. On lui demande de contribuer à la rédaction d'un texte qui vise à réfléchir aux conditions de la reconstruction de l'État français après la guerre. Et c'est vrai que Simone Veil qualifie ce texte de son second grand œuvre parce que on voit qu'elle écrit là pendant plusieurs semaines d'un trait ce texte qui est extrêmement dense et dans laquelle elle essaye de regarder ce qui va déterminer la vie d'une nation et qui permet le respect des personnes. Et je pense que ça dit quelque chose de la manière dont elle conjugue en permanence le souci de chaque personne de manière très individuelle, finalement. Et on va revenir sur ces aspects de droit, devoir, obligation, et avec des obligations dont elle décrit certaines comme plus sacrées qu'aucune autre, avec ce souci du corps social, et notamment la notion de patrie, qui est un fil conducteur de ce texte de l'enracinement. Donc c'est effectivement un projet politique en fait que livre Simone Veil dans l'enracinement, mais pas seulement, comme vous l'avez un peu évoqué, il y a aussi finalement un projet de société, des aspects aussi économiques. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire, Cécile Renoir, quelle est la société qui se dessine à travers ce projet, puisque elle pense en temps de crise et on peut aussi peut-être essayer de voir quelles clés ce texte nous livre pour comprendre notre propre monde qui lui-même ne manque pas de crise. Oui, absolument. Alors si je reprends le terme même d'enracinement, 2 formules très très fortes de Simone Veil assez au début du texte, elle nous dit « qui est déraciné déracine et qui est enraciné ne déracine pas ».
en fait, donc tout le texte est construit à travers cette recherche des conditions d'un bon enracinement. On va voir que pour elle, il y a aussi des enracinements qui sont mauvais, en fait. Et puis, elle dénonce des déracinements, notamment du peuple français, notamment la condition à la fois ouvrière, la condition des paysans, des agriculteurs. À l'époque, elle parle de déracinement et plus généralement d'un déracinement culturel. Et alors, elle utilise un vocabulaire qui est aussi un vocabulaire quasi mystique pour décrire ce qui est en jeu, et notamment le souci, comme elle le dit, de redonner une âme au peuple français. Voilà. Alors, dans un premier temps, elle définit des obligations, ce qu'elle appelle des besoins de l'âme. De la même manière qu'il y a des besoins pour le corps, comme la nourriture, besoins essentiels, il y a des besoins fondamentaux de l'âme humaine. Et puis, à partir de cette description de 13 besoins fondamentaux, elle va ensuite analyser justement les déracinements qui empêchent l'assouvissement, on pourrait dire, de ces besoins, et puis revenir à ce que peuvent être des enracinements, notamment dans cet attachement à la patrie. Et on va le voir aussi, un attachement qui est en même temps ouvert à l'universel. Et cette question de l'ouverture à l'universel, il est aussi très présent tout au long du texte. Très bien. Alors, je vous propose du coup, comme vous l'aviez évoqué, que nous revenions sur en fait ce qui constitue la première partie du texte, qui sont, comme vous l'avez évoqué, donc ces différents besoins de l'âme humaine. En effet, elle les compare aux besoins du corps. Et d'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce qu'un besoin de l'âme humaine? Qu'est-ce qu'elle entend par là, en fait? De quoi s'agit-il? Ces besoins, ce sont des devoirs finalement vitaux à remplir envers tout être humain pour respecter ce qu'est chaque personne humaine. Elle est aussi très marquée par la pensée pythagoricienne, avec cette idée qu'il y a une harmonie qui va jaillir de l'union des contraires. Et donc, quand elle décrit ses besoins, alors elle nous dit d'abord, ce sont des besoins qui sont limités, et ce sont des besoins qui s'ordonnent et vont se combiner, et souvent par couple, pour former des équilibres. Alors, ces besoins sont, je vais les citer, sont l'ordre, la liberté, donc là on voit déjà premier du haut, l'obéissance et la responsabilité, l'égalité et la hiérarchie, l'honneur et le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité et le risque, la propriété privée et la participation au bien collectif, et puis la vérité. Voilà. Et donc, elle nous dit que c'est à la fois cette notion d'obligation qui est liée au fait de devoir reconnaître ces besoins fondamentaux de l'âme humaine. Nous avons des obligations à l'égard de tout être humain. Il y a, comme elle le dit, une forme d'obligation inconditionnée et qui est éternelle, nous dit-elle. Et puis, en fait, ces obligations qu'elle va décrire en termes de besoins, là, telles qu'on pourrait appeler aussi des valeurs aujourd'hui, et elle dit, ils descendent dans le domaine des faits, ils se déclinent aussi ensuite en forme de droit. Mais elle est très claire sur le fait que la notion d'obligation prime sur celle de droit. Et c'est intéressant de voir les coupes qu'elle utilise et qui lui permettent aussi de dépasser parfois, des clivages. Vous parliez tout à l'heure du soupçon qu'on peut avoir parfois à l'égard de sa pensée en disant qu'elle serait voire réactionnaire. Je pense qu'elle a l'art de proposer justement à différents types de pensées à chaque fois une interrogation, ce qui va relever de son, pas forcément du contraire, mais d'un complément. Et finalement pour opérer un discernement et une critique interne de chaque notion, en nous disant nous avons besoin. Alors elle n'aime pas trop Aristote, mais donc je pense pas qu'elle serait d'accord avec l'idée d'un juste milieu, mais en tout cas d'allier des contraires. Oui, il y a cette idée de toute façon chez elle que les contradictions ne doivent pas être dissolues, elles doivent être, dissoutes, elles doivent être dépassées en fait dans une sphère supérieure. J'aimerais qu'on revienne sur la liste de ces besoins, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui peuvent nous surprendre. D'abord le fait que ce soit l'ordre le premier, et puis le besoin de châtiment, par exemple, peut paraître un petit peu surprenant. C'est vrai que dans cette liste, ou même la hiérarchie d'ailleurs, il y a des besoins qui aujourd'hui nous paraissent peut-être un petit peu étranges. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Cécile Renoir? Oui, si je prends par exemple la hiérarchie, c'est certain qu'à une époque, on raisonne beaucoup en termes d'abord de conditions de l'égalité entre les personnes, égalité de conditions, reconnaissance de la dignité intrinsèque de chacun. On peut se dire, est-ce que la notion de hiérarchie est adaptée? Alors c'est intéressant parce qu'elle évoque à la fois ce besoin essentiel d'égalité et puis la hiérarchie en disant que finalement, elle en parle en termes de dévouement
dévouement à l'égard des supérieurs. Et alors là aussi, c'est un vocabulaire, je pense, qui ne plairait pas à tous ou qui peut avoir des connotations. Elle dit des supérieurs qui sont considérés comme des symboles. Et finalement, elle parle juste après, du point de vue de la hiérarchie, des obligations de chaque homme envers ses semblables. Et je trouve que c'est très intéressant. Elle souligne combien, pour chacun d'entre nous, finalement, il s'agit de reconnaître que nous avons une autonomie, une capacité de déterminer ce qui vaut pour les choix fondamentaux que nous posons, mais nous le faisons en interdépendance avec d'autres, et elle insiste énormément sur cette participation de chacun à un bien commun, on pourrait dire aujourd'hui à la recherche de commun, et ça se fait parce que nous acceptons aussi qu'il y ait un certain ordre social qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres, en étant chacun finalement à notre juste place. Et je crois que ce qu'elle propose de faire, et on pourrait dire que c'est lié à une vertu qui est celle d'humilité, de reconnaître qu'aucun d'entre nous n'est tout. Si on parle en ayant en perspective la situation qu'elle vivait face à Hitler et la résistance en France, aucun ne pouvait être le sauveur tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler d'énormes crises à la fois sociales, sanitaires évidemment, et écologiques que nous traversons. Aucun de nous ne résoudra les questions tout seul. Et finalement, il me semble qu'elle invite à une réflexion sur l'autorité, en latin auctoritas, ce qui autorise, ce qui fait croître. C'est aussi une façon de concevoir l'autorité comme étant au service du bien commun. Et quand elle parle de hiérarchie et d'obligation de chaque homme envers ses semblables, c'est peut-être d'abord l'obligation du supérieur à l'égard de ceux dont il est responsable pour un temps donné. Je trouve que c'est une pensée en tout cas très nuancée. Oui, c'est ça, et c'est un aspect d'ailleurs essentiel de sa pensée, de comment est-ce qu'on va tenir ensemble la liberté individuelle et en même temps le rapport effectivement au collectif et au social. Et on y reviendra d'ailleurs cette semaine avec Robert Chenavier quand on parlera de l'engagement et du rapport de la question de l'État chez Simone Veil. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, Cécile Renoir, donc comme vous l'avez dit, ces obligations en fait, elles se substituent à l'idée de droit. En tout cas, elle dit, c'est l'une des premières phrases du texte, la notion d'obligation prime celle de droit. Et cette phrase, de nouveau, peut nous surprendre, nous, pour qui les droits de l'homme sont peut-être le fondement le plus essentiel de nos démocraties. Qu'est-ce qui se joue, du coup, dans cette substitution ? Qu'est-ce qu'elle entend par là, en fait ? Oui, elle ne substitue pas les obligations aux droits, mais elle souligne comment la notion d'obligation doit être première. Oui, c'est ça. Et que c'est à partir de ces obligations qui sont liées à cette obligation qu'elle exprime comme étant une obligation presque sacrée. Et elle parle d'ailleurs dans ses besoins fondamentaux, dire que la vérité, cette notion de vérité, est celle qui traduit le mieux la base inconditionnée de tous ses besoins. Et donc, au fond, chez Simone Veil, il y a aussi en permanence la relation entre l'ordre politique et l'ordre, on dirait, mystique ou au moins spirituel. Et je crois que c'est de ce point de vue-là qu'elle veut parler d'obligation. Et comme elle en parlera à propos de la relation à la patrie, elle dit finalement, il y a une forme très paradoxale d'obligation qui nous est faite de servir la patrie, sachant que c'est une réalité qui est limitée, mais qui doit demander de nous, finalement, une obligation qui a un caractère infini, d'une certaine façon. Même si ensuite il va se traduire dans une compréhension justement du rapport au monde avec ce que le monde a. Et elle invoque beaucoup le rapport à la matière comme étant ce qui nous permet aussi de trouver notre juste place. Et ça, je crois que c'est aussi pour ça qu'elle insiste sur ces couples qui peuvent nous apparaître comme des contraires, de dire que finalement, un des grands déracinements que connaît alors la France qu'elle décrit à son époque, mais finalement qui est un problème civilisationnel plus large, et je pense qu'on pourrait faire des parallèles avec ce qui existe aujourd'hui, c'est une invitation pour elle à retrouver une forme de modération ou de consentement à l'égard de ce qui se donne à nous et sur lequel nous n'avons qu'une prise limitée. Et ça, je pense que ce consentement, finalement, au réel et à travers un consentement à la matière, c'est par là qu'ensuite elle va décliner ses devoirs
très profond à l'égard de chaque personne, avec tout ce que ça représente comme défi. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers la crise écologique, c'est ce que nous voyons bien, c'est que nous n'avons qu'une planète, il n'y a pas de planète B, comme disent ceux qui manifestent pour le climat régulièrement, et que du coup, c'est dans cette matière limitée que nous devons dessiner des chemins qui reconnaissent aussi une créativité immense possible pour chaque personne. Vous écoutez France Culture, Avoir raison avec Simone Veil. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'enracinement avec Cécile Renoir. Alors Cécile Renoir, nous avons dit donc que les obligations passaient avant les droits de l'homme. J'aimerais qu'on essaie de comprendre pourquoi elle est aussi critique à l'endroit des droits de l'homme, puisque d'ailleurs le texte de l'enracinement est sous-titré Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. On voit que c'est un projet un peu concurrent quand même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la rédaction débutera quelques années plus tard. Qu'est-ce qui fait défaut en fait à la notion de droit pour penser, comme vous l'avez dit, cette prise sur le réel qui est si importante aussi chez Simone Veil? Voilà, alors je crois que au fond, sa critique rejoint pour une part la critique qui était faite par Marx à propos des droits qui pouvaient être des droits conçus de manière très individualiste, et puis des droits qui étaient des droits formels. Et il y a en permanence un défi pour nous tous, c'est comment nous faisons pour traduire des droits reconnus de manière assez abstraite, dont elle préfère parler comme des obligations envers l'être humain, comment nous faisons pour les inscrire, on pourrait dire, en parlant comme Merleau-Ponty, dans la chair du monde. Et là, je crois que elle fait beaucoup de comparaisons avec les besoins du corps, en fait, oui, pour parler de ses obligations. Oui, absolument. Et quand elle parle d'ailleurs du rapport nécessaire à la patrie, où elle analyse la conception de l'État que nous pouvons avoir, elle dit le plus souvent quand on parle de l'État, on a une conception qui est très éloignée des conditions d'une réflexion sur la justice des institutions. Et elle invite à réfléchir à la patrie en mettant en avant le peuple constitué en nation souveraine. Alors, elle ne dénie pas l'importance de l'État, bien loin de là, mais elle souligne que l'État devrait être intendant des biens de la patrie. Et là encore, on voit bien le parallèle avec la notion de besoin, et de besoin de l'âme et d'obligation envers l'être humain. C'est comment est-ce que tout ça se traduit concrètement dans la vie des personnes. Et là, précisément, c'est en luttant contre ces déracinements de diverses natures qui n'aident pas les citoyens justement à être vraiment enracinés dans leur milieu vivant, quel qu'il soit, et je pense à travers la planète entière, de manière à pouvoir reconnaître finalement la dignité infinie de chacun. Alors, quels sont ces déracinements, justement, Cécile Renoir? Voilà. De quoi s'agit-il exactement? Donc, c'est la deuxième partie du texte, où oui. elle décrit, et d'ailleurs, ce sont des pages qui résonnent avec notre époque. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce déracinement? Alors, elle parle notamment du déracinement de la classe ouvrière et du monde paysan. Dans l'un et l'autre cas, elle dit c'est le monde paysan comme la classe ouvrière sont victimes d'influences étrangères qui détruisent leurs valeurs propres. Et puis au fond, à travers ces catégories plus spécifiques, elle dit que le déracinement touche l'ensemble de la nation française dans son rapport à la fois à la patrie, je le disais, à l'État. Et finalement, derrière, ce qu'elle souligne, c'est le rôle extrêmement néfaste de l'argent. Derrière tout ça, elle dit beaucoup. Alors aujourd'hui, on parlerait parfois de gouvernance par les nombres, par les chiffres. Elle souligne que justement, quand on parle des réalités économiques et financières, on en parle là encore d'une manière qui est très abstraite, qui ne nous permet pas d'être bien reliés. Alors je peux parler des milieux vivants. Elle parle aussi de métaxous. Qu'est-ce que c'est que les métaxous? Alors, les métaxous, je vais lire un très beau passage dans lequel elle décrit ce qu'elle appelle les vrais biens terrestres. Elle dit ce sont des métaxous. On ne peut respecter ceux d'autrui que dans la mesure où l'on regarde ceux qu'on possède seulement comme des métaxous, ce qui implique qu'on est déjà en route vers le point où l'on peut s'en passer. Pour respecter, par exemple, les patries étrangères, il faut faire de sa propre patrie non pas une idole, mais un échelon vers Dieu. Alors, ces métaxous, ce sont ces biens qui sont à la fois relatifs, et elle va nous dire que ce sont des biens mélangés. Elle dit par exemple donc le foyer, la patrie, les traditions, la culture en général. Et ces biens, ce sont ceux qui vont permettre, elle utilise une métaphore, ils vont permettre de réchauffer l'âme. Et elle dit que sans ces métaxous, eh bien, on n'a pas de véritable vie humaine.
Voilà. Et donc, elle a une pensée, je trouve, extrêmement forte pour aujourd'hui, pour réfléchir à ce que, par exemple, Augustin Berg appelle l'écoumène, les milieux vivants, qui sont à la fois nos milieux à la fois naturels et culturels. Et quand on dit culturel, c'est à la fois relié à l'histoire, au passé. Et Simone Veil insiste énormément sur le fait que ce déracinement, et notamment du monde ouvrier ou du monde paysan, il y ait un déracinement à l'égard du passé et une invitation à considérer la tradition, non pas de manière figée, mais de manière extrêmement vivante. Oui, parce que vous avez donc évoqué à plusieurs reprises la notion de milieu vivant, et c'est ce terme qu'elle emploie pour parler de l'enracinement. Venons-en donc à cet enracinement. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, on a dit, vous avez évoqué à plusieurs reprises la question de la patrie. Simone Veil a connaissance du texte de Maurice Barrès de la fin du 19e siècle, Les Déracinés, qui lui est clairement en fait nationaliste. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une lecture sans faire de contresens justement sur cette notion d'enracinement? Oui. Qu'est-ce qu'elle entend par milieu, donc, puisque l'enracinement, c'est la participation réelle, dit-elle, de l'individu à ces milieux qui sont toujours au pluriel d'ailleurs. Oui. Oui. Et ben pour elle, ces milieux sont à la fois, elle parle de l'enracinement et dans le cadre d'une réflexion, d'un texte qui veut réfléchir à la situation de la France une fois à la fin de la guerre. Évidemment, il y a ce rapport premier à l'État français, à la patrie, qu'elle analyse très en détail, mais elle souligne bien que cet enracinement dans la patrie, à la fois demande, à l'époque où elle écrit, un engagement, elle dit quasi absolu, alors que c'est une réalité qui est finie, contingente en un sens, mais elle souligne que l'enracinement dans la patrie ne peut pas être pensé indépendamment d'autres formes d'enracinement. On dirait aujourd'hui peut-être d'autres formes d'appartenance, à la fois à sa famille, on va dire à des associations, et y compris à des associations qui se soucient de ce qui se passe à travers la planète entière. On pourrait dire aujourd'hui que tous ceux et celles qui militent comme citoyens, en se disant à la fois citoyens d'un pays, d'une patrie, mais en lien avec des problématiques globales liées, que ce soit aux enjeux de justice internationale, au fonctionnement, si on prend le modèle économique mondialisé, certains dénoncent très fortement ce qu'on peut appeler les chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire le fait que on peut acheter aujourd'hui des produits qui ont fait le tour du monde avant d'arriver dans nos magasins, dans nos assiettes, etc. Et qu'on sait très bien que la répartition de la valeur économique et financière créée au long de ces chaînes de valeur mondiales, c'est une répartition qui est absolument injuste. Et donc, ce qui aussi rend, je trouve, la pensée de Simone Veil très féconde pour penser aujourd'hui à la fois l'appartenance à des patries, mais aussi une appartenance à l'universel. C'est cette capacité qu'elle a à inviter, à concevoir l'appartenance à la patrie et à la nation française, pas du tout de manière figée, et elle a d'ailleurs des propos très, très forts aussi sur la question coloniale, et pour en même temps inviter un rapport à l'universel. Et ça, je peux lire l'une ou l'autre citation là-dessus. Elle dit: quand on assume, comme la France le fait depuis 1789, la fonction de penser pour l'univers, de définir la justice, on ne devient pas propriétaire de chair humaine. Et elle parle d'ailleurs aussi de manière très belle d'une forme de compassion dit que nous devrions avoir chacun d'entre nous à l'égard de la patrie. Et là, elle parle de la patrie blessée qu'est la France à l'époque où elle écrit, mais elle parle aussi de la compassion nécessaire au-delà des frontières. Oui, elle parle d'un patriotisme par compassion, effectivement. Et comme vous l'avez évoqué, cette notion de milieu, en effet, elle n'est pas seulement spatiale, en fait. C'est aussi une participation réelle à une culture qui est inscrite dans le temps. La temporalité est très importante, le rapport au passé est très important, mais en même temps, comme on l'a évoqué, donc ce serait sans doute, je pense, vous allez nous le dire, un contresens d'avoir une lecture passéiste ou anti-moderne de ses œuvres, puisque le lien au passé est toujours tourné vers l'avenir. Oui, absolument. Et quand elle en parle, c'est précisément pour pouvoir aider chacun à se projeter de manière à la fois positive, on pourrait dire espérante. Et elle a des paroles vraiment, que je trouve personnellement magnifiques à la fin de son analyse de ce texte, pour inviter chacun à se situer
comme, je vais essayer de retrouver là encore cette citation que je trouve vraiment très très belle, voilà, de l'être humain qui participe à la sagesse, avec un grand S, à la sagesse créatrice. Et elle invite à cette position d'humilité devant cette œuvre qui dépasse chacun d'entre nous, mais qui permet à chacun de participer par un juste rapport à son existence et au monde, à la création justement d'une société plus juste. Et elle nous décrit cette situation. Elle nous dit de chacun d'entre nous, un être humain, n'est pas seigneur et maître de la nature, donc c'est une référence à Descartes, mais il est fils du maître, l'enfant de la maison. Et on pourrait penser à la maison évidemment comme l'oikos, la demeure, le système terre aujourd'hui. Elle dit quand il est sur les genoux de son père et s'identifie à lui par amour, il a part à l'autorité. Alors, bon, là, il y a chez Simone Weil cette référence, je pense à Dieu. C'est quelqu'un qui a fait une expérience mystique, alors une approche spirituelle extrêmement ouverte. D'ailleurs, elle se disait elle-même au seuil de l'Église. Mais je crois que ce qu'elle souligne, c'est cette invitation à réfléchir pour chacun à un juste détachement. Et elle parle à la fois de détachement et d'attention pour pouvoir être ajusté dans les enracinements que nous avons dans nos milieux vivants. Oui, et de ce point de vue-là, il y a quand même une dimension écologique de ce texte et de son œuvre en général, presque des lignes qui sont précurseurs de la question de la décroissance qu'on trouve chez elle. Donc, comment est-ce qu'on peut synthétiser un petit peu tout ça, cette dimension vraiment totale en fait de l'enracinement et son rapport au vivant en fait, à la nature? Oui, je crois qu'effectivement, quand elle parle du rapport à la maison, en faisant référence à la fois justement à ce que peut être le milieu vital inscrit dans la vie quotidienne des personnes et dans son rapport à une dimension plus universelle, cette perspective-là peut être tout à fait reliée à la nécessité aujourd'hui de réfléchir aux questions écologiques en étant enraciné dans des contextes spécifiques et la manière dont les problèmes se pose pour quelqu'un qui est en proie à la déforestation ou victime des effets de la déforestation, je sais pas, en Amérique latine, quelqu'un qui voit sa maison mangée par l'eau, peut-être possiblement au Bangladesh et dans des petits îlots du Pacifique demain. Évidemment, ce sont des situations qui sont à chaque fois très différentes, mais qui sont liées à des enjeux globaux et on pourrait dire macro. Et je crois que la perspective de Simone Weil, elle est très intéressante aussi parce qu'elle permet d'articuler ce rapport au territoire d'une façon très locale, avec des réalités qui touchent à l'organisation politique dans nos sociétés politiques, et à commencer par nos États, on pourrait dire nos États-patries, pour parler un peu comme elle, et puis avec cette préoccupation très forte d'exigence qui se pose du point de vue des institutions internationales, la manière de réfléchir à la réforme du commerce mondial, et plus largement pour faire l'accord de Paris sur le climat était une façon de mettre en avant les responsabilités communes et différenciées des acteurs. Et je crois que la perspective qu'adopte Simone Weil, elle aide précisément à réfléchir à ces responsabilités. Eh bien, merci infiniment, Cécile Renoir, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir aidé à mieux comprendre l'actualité de la pensée de l'enracinement. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru, Le Manuel de la Grande Transition. C'était Avoir raison avec Simone Weil, une émission d'Aïda Ndiaye. Merci à Vincent Abouchard à la réalisation et à Jacques Hubert à la technique. Vous pouvez réécouter ou podcaster cet épisode sur le site internet de France Culture et l'application Radio France. Demain, nous nous intéresserons à la question du travail dans la vie et l'œuvre de Simone Weil en compagnie de la philosophe Pascale Devette.